Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « Comment mettre en pratique la théosophie ?» C'est une question qui nous revient régulièrement, sans doute parce que ce qui est présenté est peut-être parfois trop intellectuel, en tout cas, ou trop compliqué. Il est vrai que dans un enseignement qui se veut spirituel et profond, il y a des zones mystérieuses, difficiles peut-être à exprimer, et que le public ou celui qui cherche et qui veut comprendre ce qui est présenté par la théosophie a peut-être du mal à saisir dès le début. Judge, dans un article, disait que finalement on était des fois trop compliqué dans la façon de faire circuler ces idées, même s'il y a toute cette profondeur pour les chercheurs sincères et qui veulent aller loin dans cet océan des théosophies. En même temps, il faut que les idées essentielles restent accessibles, présentées le plus simplement possible. Dans quel but? Eh bien sûr, de permettre à ceux qui vont s'y accrocher, s'y intéresser et peut-être même trouver un écho en eux-mêmes, de trouver les moyens de l'intégrer à leur vie et d'avancer dans leurs recherches. Il y a un sage qui dit « Celui qui apprend les règles de la sagesse sans s'y conformer dans sa vie est comme un homme qui a labouré dans ses champs mais n'a pas semé ». C'est un dicton qui est vraiment tout à fait parlant parce que la tendance peut-être actuelle dans notre société est de toujours vouloir plus et de lire rapidement, d'écouter peut-être superficiellement tout ce qui est dit. Et on est dans une recherche perpétuelle d'informations, peut-être de connaissances, alors que finalement des idées comme celles que la théosophie va présenter sont tellement fondamentales et essentielles qu'elles demandent qu'on s'y arrête. On s'y arrête pour quoi faire? Pour les étudier, pour les malaxer, pour y réfléchir, pour essayer de les retenir, de les assimiler, pour en comprendre vraiment l'essentiel et essayer de faire le lien avec notre vie, mais aussi la vie qui nous entoure. Dans la déclaration de la logique des théosophes, il est question, dans un des paragraphes, de ce travail et ce but consiste à propager les principes fondamentaux de la philosophie de la théosophie et à donner l'exemple de la mise en pratique de ces principes par une réalisation plus vraie du soi, par une conviction plus profonde de la fraternité universelle. Cette phrase donne déjà les bases, mais les bases essentielles de ce que véhicule la philosophie de la théosophie. Et un petit peu plus loin, on nous dit, elle accueille dans son association tous ceux qui sont d'accord avec ses buts déclarés et qui désirent, par l'étude et par tout autre moyen, devenir plus aptes à aider et à instruire les autres. Nous avons dans ces deux phrases la clé même de ce qui va nous servir de base pour cette étude sur la mise en pratique de la théosophie. D'une part, il y a cette idée de fraternité. La théosophie en a fait son credo et aussi c'est la notion, l'idée essentielle qui lui a donné naissance, qui a fait que Madame Blavatsky, à la fin du XIXe siècle, a donné tout cet enseignement et ces doctrines. Parce que l'idée, c'est de retrouver la connaissance et le support essentiel, vraiment ce qui allait unir les êtres. Sur la base de quoi? D'une connaissance. Et c'est cette connaissance que nous devons chercher. Elle est présentée dans la théosophie, mais il nous revient aussi de nous y atteler, de la chercher dans ce qui est présenté et d'essayer de trouver en nous un écho, quelque chose qui va nous relier à ce qu'évoque finalement cet enseignement. Et puis, dans la deuxième partie de cette déclaration, on nous parle de devenir plus apte à aider, à instruire les autres. Toujours dans cette idée de fraternité et d'échange, c'est vraiment le moteur même de ce qu'est l'idéal du théosophe. Ce n'est pas seulement celui qui connaît la théosophie et qui la met en pratique, mais c'est comme essentiel l'idée de transmettre cette connaissance aux autres, d'une manière ou d'une autre. La difficulté qu'il y a dans des connaissances qui parfois sont vastes, sont présentées dans des formes différentes, par des auteurs différents, comme Madame Blavatsky, William Cohen Judge et d'autres collaborateurs, c'est de saisir ce qui est derrière. Derrière quoi? Derrière les mots. Derrière des idées qui ne sont pas familières, peut-être en Occident,
des concepts qui nous font sortir aussi d'une religion peut-être judéo-chrétienne dans laquelle nous avons plus ou moins baigné et qui nous avait déjà tracé tout un schéma peut-être d'un Dieu créateur et d'une humanité qui dépendait de ce Dieu créateur. Mais peut-être pas, hein. Peut-être que nous sommes nés aussi dans une famille qui n'avait pas de conception particulière. Et c'est difficile aussi de se plonger dans une métaphysique et dans une recherche spirituelle qui va sortir complètement de notre vie ordinaire. Dans cette conférence, on va essayer de montrer quels sont les points essentiels de la philosophie de la théosophie et aussi quels sont les prolongements que l'on peut en tirer, les enseignements, bien entendu, la construction de ce centre intérieur qui est absolument nécessaire pour mettre en pratique les enseignements et les cheminements, tout ce qui va nous amener à trouver comment appliquer, intégrer à notre vie ce que l'on a saisi de cet enseignement. La théosophie présente l'univers et la vie comme étant une grande unité. C'est comme un grand organisme vivant qui nous dépasse, bien entendu, qui est traversé par cette vie qui concerne à la fois l'univers, mais aussi la nature autour de nous et l'homme. Cette vie, elle émane d'un seul principe de ce qu'on pourrait appeler l'esprit un et unique. Et cet esprit un et unique va faire que nous pouvons considérer toute cette vie, quelles que soient les apparences, quelle que soit la forme, quelle que soit la perception qu'on en a, comme étant à la fois quelque chose d'unique, de présent continuellement, mais toujours changeant dans ses formes, dans sa manifestation. Et c'est ce qui peut-être nous fait perdre de vue qu'il y a quelque chose de fondamentalement unifiant dans la vie et que nous faisons partie de cette unité, de ce grand principe de vie qui baigne tout, qui soutient tout, qui prend l'apparence de la naissance et de la mort, mais qui en fait est toujours présent et conduit l'ensemble de toute cette manifestation dans une direction. Cette vie universelle, elle est présentée aussi dans la théosophie comme étant cette cause de la sublime perfection. Souvent, on nous parle qu'il y a en nous quelque chose qui nous relie à cette source et qui fait que l'homme a cette capacité de renouer avec son origine, avec sa source. Cette source, qui est une source commune, est la base même de ce qui va donner cette idée de fraternité, et en particulier la fraternité humaine. Mais l'homme, non seulement est uni sur les plans intérieurs avec tous les autres, mais il est aussi uni avec toute forme de vie. Et si, par exemple, nous arrêtons quelques instants sur cet aspect-là, nous pourrions peut-être découvrir, peut-être à travers des sciences, mais pas forcément, ce qui est commun à tous. Par exemple, sur la Terre, nous allons partager les mêmes éléments. Quelle que soit la forme de vie qui va exister, nous allons toujours brasser cette même matière, cette même énergie qui va circuler à travers la vie et la mort de tout ce qui se manifeste, et une sorte de pulsation peut-être que nous allons retrouver, percevoir autour de nous. La pulsation de la vie, la pulsation du cœur, les rythmes des saisons, les cycles de la vie, de la mort, de l'activité, du repos, etc. Et nous pouvons déjà trouver des correspondances, des applications dans notre vie, parce que rien n'est linéaire. Il y a toujours une période d'activité, d'assimilation, d'activité, d'assimilation, c'est-à-dire une alternance qui permet de comprendre les choses et d'avancer. C'est une loi, bien sûr, qui est une loi d'évolution. Elle permet à cette vie originelle, ce courant, de manifester à travers toutes les formes que nous connaissons et même au-delà, un schéma d'évolution qui fait apparaître cette progression de la conscience ou de l'intelligence, si on veut. Intelligence à travers toutes les formes. C'est une sorte d'énergie, finalement, qui va animer cet univers, qui est le lien entre l'esprit et la matière, et qui va mettre en action tout ce qui nous entoure, mais nous avec. Et nous voyons bien que nous sommes soumis au cycle de la nature et que nous pouvons nous reconnaître aussi dans les périodes d'activité de repos, dans les moments en été où il y a plus de soleil, ou au contraire en hiver il y a moins de soleil, il y a plus de nuit, et notre rythme change, s'adapte continuellement. Et en même temps, nous sommes reliés à quelque chose de beaucoup plus grand. Et
cette montée de la conscience, on nous dit en théosophie qu'elle est là pour culminer au niveau de l'homme, c'est-à-dire que l'homme représente le moment où cette conscience va lui permettre de devenir lui-même l'instrument ou le créateur de sa destinée, d'une certaine manière. Et au-delà de cela, il y a aussi cette idée que nous ne sommes pas seuls à progresser dans cet univers. Cet enseignement nous a été transmis par ce qu'on appelle des sages, des maîtres de la vie spirituelle. Ces maîtres sont l'idéal que poursuit l'humanité. Ils sont à la fois nos frères aînés, nos enseignants, mais aussi ils sont le phare, l'idéal vers lequel ils essayent de nous attirer pour nous montrer la voie. C'est quelques idées essentielles, mais on développera un petit peu plus tard. Ce qui revient dans la théosophie, ce sont souvent ces idées qu'il faut prendre le temps d'étudier. Quand on dit étudier, c'est vraiment se pencher sur un texte plutôt que de lire une foultitude de livres ou d'écrits ou d'écouter des heures de conférences et de discours sur la vie intérieure ou sur la vie spirituelle. Nous avons certainement besoin avant tout de nous approprier les éléments de connaissance, ce qui est proposé par la théosophie. Tout à l'heure, on parlait de philosophie de la théosophie. La théosophie qui est étymologiquement la sagesse divine. Madame Blavatsky parlait même d'une gnose initiatique universelle, c'est-à-dire la sagesse qui est à la base même de tout et qui nous permet de comprendre ce qu'est l'homme et aussi sa place dans l'univers. La philosophie, elle, va représenter cette science, l'amour de la sagesse, qui nous permettra de trouver des idéaux et de les fixer en nous pour comprendre quelles sont ces connaissances qui sont présentées et ce qu'elles vont devenir en nous. La philosophie, c'est une façon aussi de nous représenter, de concevoir la vie et de s'y conformer. Lorsqu'on a un idéal en soi ou qu'on a une philosophie de la vie que l'on construit, eh bien peu à peu, on va se mettre en harmonie avec cet idéal. C'est vers ça que tout tend. Donc la philosophie, la théosophie nous apporte une conception de la vie qui est tournée vers l'autre. Ça, c'est la base de tout. Lorsqu'on lit et qu'on étudie La Voie du silence, par exemple, l'idéal de cette fraternité et de cet éveil de la conscience, et l'éveil de la nature réelle de l'homme nous conduit à cette voie de la compassion. Et la compassion au plus haut niveau, pas au niveau juste humain, mais au niveau le plus élevé, puisque un maître de compassion est celui qui restera jusqu'à la fin de cet univers, tant qu'il y aura une âme qui aura besoin de lui, de ce maître. Nous avons une philosophie de la théosophie qui s'appuie en même temps sur une éthique. Parce que sans une éthique, on pourrait suivre n'importe quelle philosophie. L'éthique elle-même, c'est, on pourrait dire, la morale au niveau le plus élevé. Alors pas la morale humaine, mais un sens de la justice qui s'appuie sur cette idée d'unité profonde de tous les êtres sur les plans intérieurs et d'évolution commune à tous, chacun à son niveau. Cette éthique fait appel à la justice, bien entendu, à une harmonie et aussi à la recherche de ce qui est beau, bon pour l'homme et aussi pour la vie autour de lui. On nous dit que l'étude, elle est importante parce qu'elle va à la fois nous permettre d'appréhender des idées, mais aussi de faire appel à quelque chose de supérieur en nous. On pourrait dire qu'il y a trois plans dans la vie. Le plan extérieur, c'est la vie de tous les jours, la vie incarnée, où on est en contact avec les autres, mais il y a aussi l'aspect intérieur. C'est notre monde de pensée, d'émotion, mais qui est capable aussi de se forger cette philosophie, cet idéal sur lequel nous allons pouvoir construire notre vie aussi, la mettre en adéquation. Et au-delà, il y a ce qui est, on pourrait dire, la source de tout et ce à quoi on va se référer, on va faire appel, surtout dans notre recherche, c'est la source spirituelle. La partie extérieure de nous, c'est le personnage, la personnalité. Nous sommes monsieur ou madame un tel, nous avons des relations avec les autres sur des codes sociaux, etc.
Mais ça, c'est le personnage, avec tous ses désirs, ses projets, ses attractions, ses répulsions, etc. Nous sommes dans un univers de dualité, mais qui nous est propre et avec lequel, finalement, on fait avec et avec lequel on jongle. Le deuxième aspect qui est intérieur, ça serait plutôt l'aspect de l'individualité, ce qui ne se divise plus, ce qui ne peut plus être soumis à l'extérieur. Un des aspects de cette individualité profonde, c'est le sentiment d'avoir été le même depuis notre naissance et d'être juste ce qui anime finalement la personnalité. Cette individualité, elle a quelque chose d'impersonnel finalement, parce qu'elle n'est peut-être pas ce monsieur ou cette femme que nous incarnons. Elle n'est pas non plus forcément les émotions que nous vivons, ni les afflictions, ni les projections que nous faisons, etc. Il y a cette capacité à se reculer, à aller sur ce plan pour observer aussi ce que nous faisons, comment nous réagissons dans la vie. Et puis au-delà, il y a ce qui nous inspire, qui est indescriptible. On ne sait pas quoi en dire, même si on lit beaucoup de choses, qu'on le définit à travers différents mots dans la théosophie. Finalement, il n'y a que l'expérience même directe de ce plan-là qui nous permettra de comprendre ou de saisir davantage de quoi il s'agit. Cette étude, elle est importante parce qu'elle va transformer quelque chose en nous, d'où l'application et la mise en pratique de cette théosophie. Elle va remettre en question des conceptions de notre vie. La théosophie, en plus, a l'avantage d'apporter un aspect psychologique. Ça, c'est tout ce qui a trait à la personnalité, mais aussi un aspect métaphysique. Il y a une sorte d'aller-retour entre ces deux aspects, parce que la psychologie, c'est ce qui nous concerne habituellement, mais en même temps, il y a un aspect supérieur à cette psychologie que présente la théosophie et qui va nous permettre de lâcher prise progressivement avec ce qui nous enchaîne dans la vie. À la fois la joie, mais aussi la douleur, les frustrations, l'échec, mais des fois aussi la réussite. Tout ça, ce sont des choses qui nous attachent, nous lient à la vie, parce que nous projetons beaucoup de choses à travers cette vie et nous essayons à tout prix de réaliser nos projets. Mais la vie, elle n'est pas toujours comme on s'y attend. Et plutôt que de se demander ce qu'on pourrait faire de cette vie, de ce qu'on pourrait en attendre, la théosophie va plutôt nous inviter à réfléchir à que peut-on faire, non pas de cette vie, mais qu'est-ce que nous allons proposer à cette vie. C'est une réflexion philosophique, bien entendu, et cette réflexion, elle va se faire sur la base de ce qui est proposé dans les enseignements. Que peut-on faire pour cette vie? Dans toutes les grandes lois qui sont à l'œuvre, on parle de karma, de réincarnation, de loi des cycles, etc. On pourrait se poser la question de ce qu'on peut en faire. Est-ce que d'abord, elles sont vraiment réelles? Est-ce qu'on peut les prouver? Est-ce qu'elles ont un écho en nous? Cette idée de karma, par exemple, c'est vraiment la loi des lois, celle qui permet à cet univers de garder quand même une certaine cohésion, d'aller dans une direction. C'est à la fois notre loi d'évolution, sur tous les plans, qu'ils soient physiques, psychiques, émotionnels, mais aussi intellectuels et spirituels. Cette loi de karma, elle s'applique dans tout l'univers. Elle n'est pas propre juste à l'homme, elle est propre à toute forme de manifestation, à toute vie qui est autour de nous. Tout est soumis à cette loi et on voit bien qu'il y a des changements continuels dans toutes les formes. Et même nous, depuis notre naissance, nous avons traversé des changements et nous avons vu parfois la conséquence d'actes, de choses que nous avons réalisées et qui nous mettent face des fois des responsabilités que nous avons créées. Donc il y a cette loi de karma. Lorsqu'on l'étudie, on se rend compte que la loi de karma, elle est à la fois simple à saisir, mais difficile à comprendre dans son articulation, dans ses détails, parce que nous n'avons pas tous les éléments. C'est une loi qui est complexe, mais qui nous oblige à revoir notre vie, notre conception de la vie. Souvent, il faut lâcher des idées auxquelles on tenait, qu'on avait toujours cru vraies parce qu'on nous avait enseigné peut-être, et voilà qu'elles sont mises à bas parce que la vie nous montre que ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses sont. Là, c'est aussi, ça fait partie de ces fameuses applications ou mises en pratique de la théosophie, c'est
qu'est-ce qu'on peut faire de cette loi de karma? Comment elle agit? On doit chercher vraiment à la fois mécaniquement les effets, il y a une cause, un effet, mais surtout, quelle est l'éthique qui est derrière? Vers quoi elle veut nous emmener cette loi de karma? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'il y a une harmonie, une sorte de justice, un équilibre dans la vie, et que lorsque cet équilibre est rompu, cela génère souvent de la souffrance. En revanche, lorsque la vie va dans le sens de cette évolution, elle va donner une croissance, quelque chose de beaucoup plus large, plus généreux. Et on peut le constater lorsqu'on fait par exemple du bien autour de soi, de sentir que le monde va mieux, qu'il y a peut-être davantage de paix, d'harmonie qui s'installe autour de nous, aussi nous fait du bien parce que ça nous conforte dans cette direction et dans le fait de vouloir continuer, par exemple, à faire le bien. Ce karma, en même temps, rappelle qu'il y a cette loi d'unité profonde qui nous unit tous les uns aux autres. Nous sommes tous liés, quoi que nous fassions, dans notre vie. Liés aussi bien avec la nature, avec l'univers, peut-être au-delà, on ne sait pas jusqu'où va l'impact de notre vie, mais en particulier avec les autres êtres humains, avec les autres formes de vie, les animaux. N'oubliez pas non plus que si on va plus loin, cette loi de karma, elle agit aussi sur notre corps. Tous les petits organismes, toutes les cellules qui nous composent sont aussi soumises à notre façon de fonctionner, à notre façon de vivre. Il y a donc des interactions absolument incroyables et plus on approfondit ces lois qui sont proposées et plus on se rend compte qu'il y a de la profondeur et du lien aussi qui se crée. Rappelons-nous que nous sommes issus tous d'une même source. Nous sommes comme des rayons. À partir du moment où nous rayonnons à partir de cette source, c'est comme si nous nous éloignions légèrement les uns des autres, c'est-à-dire qu'on s'isole les uns des autres d'une certaine manière. Nous sommes un petit peu comme si on était les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ou de la lumière blanche. À nous tous, nous formons quand même une unité profonde qui doit être notre moteur. Retrouver cette unité avec nos caractéristiques, avec ce que chacun est, mais retrouver cette unité. Recréer un lien sur les plans intérieurs. Alors karma, on a vu, c'est aussi cette loi ultime de les Lumières qui engage la responsabilité de l'homme parce que nous ne pouvons pas nous isoler, penser qu'on peut faire les choses de son côté sans que ça influe sur les autres. Les autres, de la même façon, ne peuvent pas s'isoler ou faire ce qu'ils veulent. Il y a toujours un impact, une communication, on pourrait dire, sur tous les plans de chacun. Et on voit bien qu'il y a des familles, des nations, des pays entiers qui sont engagés dans les mêmes processus, dans une même forme de mentalité ou dans une même façon de vivre, etc. Et que de temps en temps, il y a des réformes à faire dans ces pays ou dans ces nations ou dans une famille parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien ou au contraire d'autres qui vont tellement bien qu'on voudrait les communiquer aux autres. Dans l'idée aussi de la réincarnation, des cycles, etc., on voit aussi qu'il y a le fait que tout est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a un début, un développement et une fin. Mais ce sont des débuts et des fins provisoires. Si on l'observe autour de nous, dans la nature, par exemple, on voit bien qu'en début d'année, c'est l'explosion de la vie. Et à la fin de l'année, il y a des choses qui disparaissent, qui meurent ou qui semblent mourir pour renaître au printemps suivant. La vie ne peut pas être éternelle dans ses formes, dans sa manifestation. Sur les plans intérieurs les plus élevés, bien sûr, sur notre source, sur ce qui est notre essence, oui, mais pas dans l'expression, et heureusement. Et si on réfléchissait à ça, on verrait qu'on ne supporterait peut-être pas de vivre très très longtemps. Il y aurait une usure intérieure. Cette idée de cycle aussi nous permet de faire un petit peu le point sur notre approche de la vie, de la mort. La mort, dans le passé, lorsque plusieurs générations vivaient ensemble dans une même maison, par exemple, on était confrontés continuellement à la mort. Et donc, ça en faisait partie. Peut-être qu'on acceptait, malgré soi, le fait de la mort inéluctable. Là, dans la société actuelle, c'est comme si on essayait de l'éloigner et de ne plus la considérer. Mais cette mort, elle a aussi sa raison d'être, parce que pour nous, c'est aussi la façon d'intégrer ce que nous avons fait de notre vie.
c'est sur toutes les étapes après la mort. Et ça vaut le coup de se pencher vraiment sur ce que dit, entre autres, Madame Blavatsky dans la clé de la théosophie, parce que vraiment, elle permet de trouver un fil conducteur dans notre vie qui va pouvoir se prolonger et qu'on va pouvoir reprendre dans la vie suivante. Elle donne aussi, du coup, une dimension intérieure qui montre qu'il y a quelque chose en nous qui a saisi ce qui était essentiel de notre vie et qui l'a intégré. Et cette intégration, nous pourrions peut-être la faire de manière plus consciente dans notre vie. On pourrait aussi accepter davantage le fait de perdre des êtres chers, parce que finalement, ils ont été en quelque sorte comme des opportunités de joie, d'échange dans la vie. Aussi, ils n'étaient que des prêts, d'une certaine manière, ils ne nous appartiennent pas, mais ce sont des points de rencontre avec des êtres avec lesquels on a quelque chose aussi à faire, à construire, et qui ne peut pas s'arrêter avec cette vie. Sans doute avons-nous eu déjà des relations d'amour profond avec ces êtres que nous retrouvons dans cette vie, d'autres avec lesquels nous avons peut-être des difficultés et qui vont nous mettre face aussi à tout ce que nous pourrions régler peut-être de notre côté. En même temps, la mort, avec l'idée de la réincarnation, de ces cycles, pourrait nous montrer aussi qu'il est important de lâcher prise sur des choses. Nous avons beaucoup de bagages. Lorsque nous allons mourir, tous ces bagages, qu'allons-nous en faire? Ce sont des réflexions, bien entendu, tout ça des pistes, mais nous avons besoin aussi de voir ce qui est important finalement dans la vie. Est-ce que ce sont des biens matériels ou est-ce que ce sont nos relations avec les autres? Est-ce que c'est ce qu'on peut leur apporter, ce qu'ils peuvent nous apporter aussi? Nous avons comme ça vraiment des réflexions à faire parce que finalement, la théosophie ne nous dit pas qu'il faut chaque jour faire à telle heure tel exercice, puis à un autre jour ceci et cela. Quasiment à aucun moment on nous donne d'exercices particuliers. On va voir juste un point quand même important, mais chacun va trouver ce qu'il doit faire. Et donc, pourquoi tout ce discours-là? Eh bien, c'est pour montrer que l'étude et l'assimilation de connaissances qui vont trouver peut-être un écho en nous, vont nous amener à construire un centre qui va être notre refuge d'une certaine manière. Le plan qui nous sera propre, qui ne sera pas celui des autres, qui nous permettra aussi de prendre du recul dans la vie lorsqu'on en a besoin, qui sera en même temps notre idéal à suivre, notre fil conducteur, notre lumière. Et la lumière, on peut dire que ce n'est pas juste une idée comme ça, une image, mais c'est aussi le fait qu'il y a quelque chose qui va illuminer notre vie. Et ce qui va nous illuminer, c'est tout ce qui nous vient de l'intérieur. Finalement, dans la mise en pratique de cette théosophie, c'est la transformation intérieure qui est nécessaire. À l'extérieur, ce ne sera qu'une conséquence. Si nous voulons nous mettre en accord avec, par exemple, le respect de la vie, ne plus participer à la souffrance des animaux, on peut devenir végétarien. Mais devenir végétarien sans une base de philosophie qui va nous soutenir et sans l'objectif de recréer une harmonie peut-être avec la vie autour de nous, ne sera pas suffisant. Parce que on pourrait dire que les vaches qui mangent de l'herbe, elles sont spirituelles peut-être, ou Nabucodonosor qui est devenu végétarien était spirituel, ce qui n'est pas le cas bien entendu. Donc ce n'est pas de faire quelque chose qui est le plus important, c'est ce qui génère ce que nous allons faire. Donc la recherche de tous nos motifs, de poser vraiment maintenant à partir de ce que la théosophie nous propose, de voir ce que nous veut faire de notre vie, comment participer à cette vie. D'où l'importance aussi de la réflexion, on pourrait même dire de la méditation. Parce que la méditation, même si ce n'est pas une méditation à un très haut niveau, va nous amener à intégrer, élever notre âme aussi, notre pensée, vers quelque chose de plus élevé, nous relier à notre source de manière de plus en plus vivante et nous aider à trouver aussi tout ce qui va constituer ce réseau d'interaction entre nous, entre toutes les lois qui existent dans la nature et aussi entre la vie. On parle souvent de suivre
sa voie, hein, de trouver quelle est sa voie. Qu'est-ce que la vie attend de nous? Quelle est notre fonction dans cette vie? Eh bien, c'est effectivement de trouver qui nous sommes véritablement sur le plan intérieur, qui est cet homme réel, prendre de la hauteur, du recul, observer les choses, définir en soi, par rapport à tout ce qui nous touche dans cette théosophie, une philosophie, un arrière-plan qui va nous suivre dans tous les instants. L'idée d'une méditation, elle n'est pas que ponctuelle, elle doit laisser aussi des traces dans notre vie de tous les jours. Ce à quoi nous invite la théosophie, par exemple, c'est de faire un examen de conscience, en particulier, ou un bilan de la journée, si on veut, en particulier le soir. Il y a plusieurs aspects dedans. C'est à la fois de faire la paix avec notre journée, avec peut-être ce qui nous a inquiétés ou ce qui nous a exaltés, ou ce qui n'a pas été très réussi dans notre journée, et de faire ce bilan, de comprendre ce qui en nous a réagi, a été actif, ne l'a pas été. Est-ce que c'est notre personnalité lorsque on nous a dit quelque chose qui nous a blessés, sans peut-être savoir pourquoi? On a mal réagi, on a été en colère. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Comment observer cette chose et essayer de déterminer en nous ce qui finalement s'est produit et comment on pourrait peut-être dans l'avenir décider de régler ça, non pas en freinant sa colère, par exemple, si on en a eu, mais en essayant de désamorcer ce qui est à l'origine de cette colère. Donc, toute une philosophie de la vie intérieure. En faisant ce bilan, on peut observer de manière, on pourrait dire un petit peu neutre, comment nous fonctionnons, ce que nous faisons, on se comprend mieux, on découvre un peu plus aussi ce à quoi on fait appel, c'est-à-dire notre éthique, aussi notre désir peut-être de s'unir un peu plus aux autres, d'être plus en harmonie, d'être plus en solidarité, plus en fraternité. Et pour terminer ce bilan, peut-être faire une petite méditation sur un symbole qui nous parle, comme le soleil, ou sur l'image d'un être qui nous est très cher, d'un sage par exemple, ou sur une idée abstraite, en tout cas, sur quelque chose qui va nous permettre de nous élever à ce moment-là. Le lendemain matin, lorsqu'on va se réveiller, on invite la personne à retrouver, à relier, comme si elle sortait de sa méditation, c'est-à-dire non pas partir vers une autre journée, on est tout oublié, mais en retrouvant le fil de sa méditation, ce qui crée une sorte de pont entre le moment du sommeil, mais aussi du sommeil profond, où un aspect de nous-mêmes s'élève sur les plans les plus élevés, ou les plans supérieurs, et revient, qu'on se réveille à la conscience, et peut-être va être capable de nous illuminer, de nous apporter des réponses à certaines interrogations, et nous aider, nous accompagner dans la journée. Et si nous faisons ça tous les soirs et tous les matins, nous créons une sorte de lien, une sorte de méditation constante qui va être finalement la méditation de la vie. Cette méditation, elle va changer, bien entendu, elle va évoluer au fur et à mesure que nous allons progresser, que nous allons développer en nous tous ces aspects. Comme le dit la Gita, le triple yoga, c'est à la fois le cœur qui est l'amour du prochain, l'amour des autres, qui doit être soutenu par la sagesse, la connaissance, c'est celle que nous avons décortiquée, que nous avons étudiée, remise sur le tapis, tant qu'on n'a pas compris de quoi il s'agissait, et les mains qui nous permettent d'agir, c'est l'action dans la vie de tous les jours, la mise en pratique de la théosophie, sur la base d'une philosophie, d'une éthique la plus élevée possible. Cette conférence ou cet exposé n'avait pas pour but de donner toutes sortes d'éléments, mais plutôt l'état d'esprit, ce vers quoi nous invite la théosophie, parce qu'il y a finalement en nous tous les outils nécessaires. Il y a notre nature intérieure reliée à ce qui est la source de tout et qui devrait nous permettre de nous éveiller davantage, de découvrir comment abandonner ce qui n'est pas nécessaire dans la vie, lâcher prise, renoncer aux résultats de tout ce que nous entreprenons pour ne pas être attaché et comme être prisonnier de tout ce que nous faisons, de tous nos projets. Pour conclure, voici un extrait d'un petit article de Robert Crosby. Si nous avions une certaine connaissance de notre nature essentielle et du but dans la vie,
Si nous savions que la vie consiste exclusivement à apprendre et à reconnaître que l'ensemble de l'univers est vivant et qu'en fait il ne s'y trouve aucune injustice, à part celle que nous nous infligeons par réaction, notre conception de la vie serait tout autre et nous appliquerions ces notions au quotidien. Nous agirions envers chaque être comme s'il était une partie de nous-mêmes. Chacun tenterait de se discipliner lui-même en essayant d'harmoniser ses relations avec tous les autres, non pas tant extérieurement peut-être qu'intérieurement. Notre principal devoir consiste à rendre claire et propre notre nature, à la rendre authentique, à l'accorder avec le grand objectif de la vie, à savoir l'évolution de l'âme. Merci.